Eh ben merci, je suis très heureuse d'être là. Alors je ne vais pas vous parler de normes, de standards, de CSRD, qui pourtant me prennent, comme toute directrice RSE actuellement, 80% de mon temps. Je ne vais même pas vous parler de la stratégie RSE de Lagardère et de ses actions, donc je suis pourtant très fière. Je ne vous parlerai pas non plus du climat ou de la biodiversité, qui sont des causes qui me tiennent à cœur. Effectivement, on va complètement changer de sujet. Je vais vous parler des récits. Alors pourquoi vous parler de récits ? Alors, pour répondre, et ça sera le seul moment académique de cette intervention, je vais vous citer Roland Barthes qui dit que le récit est présent dans tous les temps, dans tous les lieux, dans toutes les sociétés. Le récit commence avec l'histoire même de l'humanité. Il n'y a jamais eu, nulle part, aucun peuple sans récit. Alors effectivement, et pourtant, malgré toute la puissance et l'intérêt du récit, les acteurs de l'impact s'en sont globalement peu encore emparés. Alors peut-être aussi, et là je reviens à la fonction que je représente, la RSE et le développement durable, effectivement ces dernières années, je dirais qu'on avait plutôt à cœur de s'éloigner plus ou moins de la communication pour deux raisons. La première, s'émanciper. Souvent on était né dans les fonctions communication et il fallait qu'on trouve une place propre et spécifique dans l'entreprise. Donc il y a eu peut-être un mouvement d'émancipation vis-à-vis de la communication pour se concentrer sur l'action, la stratégie, les modèles d'affaires. Et puis aussi parce qu'avec les accusations de greenwashing, on est peut-être tombé dans un autre travers qui est le greenwashing ou l'éco-silence, en se concentrant plutôt sur nos actions de fond. Et on pense, nous alors, si on a une conviction, c'est qu'il faut reprendre la parole fortement sur ces sujets et surtout s'emparer du récit qui doit devenir un outil, on pense, dans notre boîte à outils de transformation. Et donc c'est pour ça qu'on a créé un groupe de travail, c'était au printemps dernier, avec plusieurs membres de l'ORS, avec des experts de profils variés, qui venaient de la RSE, du développement durable, mais pas que, puis surtout avec des entreprises qui représentaient tous les secteurs. Il y a eu la SNCF, il y avait EDF à nos côtés, donc plutôt des secteurs très industriels, il y avait la finance, Société Générale a pris part aux travaux. On avait aussi des représentants de la mode, du luxe, avec LVMH, avec Christian Dior, et puis des représentants des industries créatives, de divertissement. Il y avait Vivendi, Havas, et puis d'organismes de référence. Il y avait l'ADEME, l'AFD. Bon, bref, je ne vais pas tous les citer. Vous retrouverez dans tous les participants à ces travaux dans l'ORS, qui témoignent, qui partagent leurs bonnes pratiques. Et en fait, tous ensemble, on a élaboré 5 propositions pour s'emparer effectivement des récits au service des transformations durables et inclusives de nos entreprises. Et donc, je vais vous les présenter. Voilà, pardon. La première proposition, c'est déjà, on parle beaucoup de nouveaux récits. Alors comme je le disais, même si la fonction s'en est peu emparée, on voit quand même en ce moment beaucoup dans le débat arriver la notion d'imaginaire, de désirabilité, de nouveaux récits, de récits. Et donc nous, on s'est très vite interrogé sur la notion, sur son impact, son rôle dans l'élaboration de normes sociales, dans l'évolution des comportements. Et finalement, on s'est dit plutôt que nouveau, un récit peut être nouveau, mais il peut ne pas être transformatif. Et nous, ce qui va nous intéresser, en tant que directeur développement durable, RSE ou acteur de l'impact, c'est comment le récit devient transformatif. Et donc, effectivement, il faut qu'on encourage, nous, des narratifs qui vont remettre en cause le statu quo, qui vont bouleverser les modèles existants pour nous pousser à agir, à changer des comportements individuels et collectifs, des récits aussi des fois qui remettent en cause la raison d'être de certaines activités, de certaines entreprises. Et donc voilà, pour plus que nouveaux récits, on va s'intéresser aux récits transformatif, comment il peut effectivement nous aider à porter les nouveaux projets qu'on doit déployer dans nos entreprises. Donc ça, c'est la première dimension. La deuxième dimension, c'est, alors effectivement, le récit, il doit bousculer, il doit remettre en cause, il doit faire prendre conscience face à l'urgence écologique, climatique, mais aussi face à différentes crises, à la fragmentation sociale. Mais pour autant, c'est poser la question, est-ce qu'il doit être forcément catastrophiste, c'est souvent aussi un registre qu'on retrouve de plus en plus. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de repeindre les choses en rose, loin de là, c'est pas le sens de mon propos. Mais on s'est vraiment beaucoup interrogé sur les notions d'utopie, de dystopie, d'anti-utopie pendant les groupes de travail. Et les neurosciences, en fait, nous ont un peu aidé à trancher en disant, OK, le récit doit nous permettre de prendre conscience, d'avancer, mais il doit quand même nous projeter dans un futur
souhaitable et doit quand même être porteur d'espoir et de solutions malgré tout. Voilà, donc ça c'est quand même une première réponse, une première conviction aussi, enfin une autre conviction qu'on partage avec vous. Et c'est là que c'est intéressant de s'intéresser au rôle aussi des industries de la création. Alors la création c'est large, c'est la mode, on a parlé du rôle de la mode, hein, on a vu le rôle de la mode, comment il reflète et qui fait progresser par exemple l'image de la femme. On a vu le rôle du cinéma, hein, des séries télé, hein, on a tous en tête, par exemple, effectivement, le rôle de Mattel avec Warner, le film Barbie, hein, qui a permis de projeter une nouvelle image sur cette marque et sur aussi l'image de la femme. Donc voilà, mais après, on n'a pas tous le pouvoir. Alors c'est vrai qu'il y a des partenariats hein, qu'on peut faire avec le monde de la création. On a parlé aussi du rôle de l'art dans l'esthétique. Moi qui suis les sujets biodiversité qui me tiennent très à cœur, on a parlé par exemple de l'esthétique de l'herbe coupée versus l'esthétique des herbes folles, hein, qui nous fait du coup, qui nous projette une esthétique différente sur notre rapport à la nature et qui peut aussi porter des transformations et remettre en cause nos schémas mentaux. Tout ça pour dire, voilà, alors on peut faire des partenariats avec le monde de l'art, de la culture, de l'audiovisuel. Après, il reste un des vecteurs puissants, c'est la publicité. Donc la publicité, pour peu qu'on la réoriente sur des valeurs durables, l'usage de la publicité reste aussi un levier essentiel pour faire changer les comportements, pour porter des nouveaux modèles. Et un des cas qu'on a beaucoup abordé et que vous retrouverez dans notre livre blanc, c'est celui, la campagne d'Havas avec l'ADEME sur les dévendeurs, hein, qui est en ce moment d'ailleurs rediffusée à l'occasion du Black Friday, voilà, qui responsabilise le consommateur sans le culpabiliser. Donc voilà, ça c'est des exemples. Donc comment effectivement on crée malgré tout de la désirabilité et on promeut un futur souhaitable. Voilà, et c'est là que les industries de la création peuvent nous aider et nous inspirer. Alors à partir du moment où on parle, voilà, qu'on a posé le cadre, qu'on a vu quelles pouvaient être les alliances, les inspirations, se pose quand même très vite le sujet de l'éthique du récit. Hein. Effectivement, je parlais du cinéma, de la publicité, c'est très puissant, mais ça pose aussi très vite la question de l'éthique derrière. Et donc, et forcément, quand une entreprise va promouvoir un nouveau récit, elle va aussi s'exposer à une forme de dissonance, forcément, puisque il y a une dimension aspirationnelle. Hein, il faut se projeter dans l'avenir, mais en même temps, la transformation de mon modèle d'affaires, la transition, elle prend plus ou moins de temps. Et à l'instant T, elle n'est peut-être pas encore dans cette vision aspirationnelle et prospective qu'on promeut dans le récit. Et donc, c'est là qu'il faut être vigilant. C'est là effectivement que la condition, hein, nous qu'on y met, c'est qu'une entreprise qui s'engage dans un récit transformatif, elle doit bien sûr rendre ces transformations désirables, mais sans édulcorer non plus ce qu'elles impliquent, et surtout sans occulter la réalité de la transformation de leur modèle d'affaires. Donc ça, c'est notre troisième proposition clé pour effectivement construire des récits transformatifs. Et ça, alors une fois qu'on parle de modèle d'affaires, on va vite parler des dirigeants. Et oui, alors vos dirigeants, est-ce qu'ils portent ces modèles, cette transformation des modèles d'affaires, est-ce qu'ils portent ces nouveaux récits? Et là, c'est notamment l'expérience d'EDF, de la SNCF, qui a été extrêmement intéressante et qui nous a conduit à faire cette quatrième proposition. La SNCF, grâce à son Innovation Lab, a emmené des dirigeants, des managers, des équipes dans l'écriture des récits, c'est-à-dire qu'ils ont fait des ateliers d'écriture de récits prospectifs pour repenser leur modèle et leur stratégie à 2040. Et en fait, en écrivant un récit, c'est déjà on peut parler du journal intime, ou voilà, la littérature est pleine de récits, où déjà le fait d'écrire le récit vous transforme, parce que c'est une expérience émotionnelle, c'est une expérience enthousiasmante. Et donc, au moment où on parle beaucoup de la formation de nos comités exécutifs ou de nos conseils d'administration, finalement, les emmener dans un exercice d'écriture prospective, c'est une façon de les former, de les embarquer et finalement aussi de créer la cohérence dans toutes les strates de l'entreprise ensuite autour de ce nouveau récit. Donc ça, c'est vraiment une proposition aussi très, très forte hein, qu'on fait et une pratique qu'on a relevée et là, c'est une opportunité assez facile pour avoir de l'impact. Et puis, dernière chose, pour finir, on a parlé de la nécessité de mobiliser l'interne, hein, y compris au plus haut niveau de l'entreprise. On pense qu'un récit
transformatif, c'est aussi un récit qui est construit avec toutes les parties prenantes. Et là, on revient aux fondamentaux de la RSE, du développement durable, qui est l'implication des parties prenantes. C'est en associant différentes visions et des points de vue différents qu'on va pouvoir créer un récit. On pense même que c'est la condition de sa viabilité, sa robustesse, et puis de l'acceptabilité aussi de la transition. Voilà, il faut que plus vous aurez réuni autour de vous vos clients, vos partenaires, vos fournisseurs, mais aussi le consommateur, le citoyen, les territoires, plus finalement votre récit sera puissant, porteur et résilient dans le temps. Donc ça, et je pense aussi que c'est une des conditions de l'acceptabilité de la transition à la fois sociale et écologique. Donc voilà, c'est nos 5 propositions. Alors, voilà, pour nous, c'est un point de départ. C'est pour ça qu'on est très heureux d'être venus les partager ici avec une communauté d'acteurs de l'impact. On espère que vous allez vous en emparer, que vous allez même les enrichir, parce qu'il y a aussi plein de thèmes qu'on n'a pas totalement encore abordés. Et donc, on est très contents aujourd'hui de vous les partager. On vous invite à télécharger le guide et à nous faire part de toutes vos propositions, de vos suggestions, voire de continuer ces travaux au sein de l'ORS. On sera très heureux de vous y accueillir. Voilà. Merci de votre attention.